passé. Effectivement, cette ville, M. Arditi, a la particularité d'être sur 2 continents et d'avoir eu 3 noms successifs. Byzance, Constantinople, Istanbul. Et j'ai découvert, moi j'ai toujours été persuadé que dès que les Turcs avaient pris Constantinople, ils avaient nommé Istanbul. Grave erreur, je me suis rendu compte en lisant votre ouvrage que ce n'est qu'en 1930, pour une raison administrative et pas du tout ni religieuse ni politique, que Constantinople est devenu Istanbul. Est-ce vrai? Je peux y aller là. Oui, oui, on commence. Écoutez, la question que vous posez va au cœur du problème. Vraiment au cœur du problème. Parce que elle montre à quel point, dans sa réalité, l'Empire ottoman était différent de l'image que l'on s'en fait encore aujourd'hui en Occident. C'était un empire, effectivement, vous avez raison, et encore, Constantinople, Constantiniye, comme on disait en turc, c'est quand même le nom chrétien d'une ville. Une ville qui a été baptisée Constantinople au moment où elle a passé de statut de ville païenne, Byzance, au statut de ville chrétienne, grec-orthodoxe. Et donc, ça montre à quel point cet empire, pendant très longtemps, jusque vers la fin, pendant très longtemps, cet empire très puissant, un empire essentiellement guerrier, était beaucoup plus ouvert aux autres cultures et aux autres civilisations que l'image que l'on s'en fait. Effectivement, le peuple turc est venu de l'Est de l'Asie, c'était un peuple essentiellement, cousin d'Attila, un peuple essentiellement guerrier. Mais il avait, à l'égard de ce qu'il ne possédait pas comme dimension culturelle ou artistique, un regard extrêmement ouvert, plus que tolérant, intéressé. Par exemple, lorsque Sélim Ier, qui était le père de Soliman le Magnifique, mène sa campagne en Perse au début du XVIe siècle, il conquiert Tabriz, et quand il quitte Tabriz, il prend dans ses bagages 700 familles d'artistes et d'artisans qu'il installe autour du palais de Topkapı et qu'il fait travailler à la gloire de l'Empire ottoman. Même phénomène lorsque l'Empire conquérera le Caire, qui était traditionnellement une ville très artistique. Un autre élément qui est quand même assez frappant, enfin, je dirais même 2 autres. Le premier, c'est ce qu'on appelle le devshirme. J'en parle abondamment dans le livre parce que là également, on pourrait tirer toutes sortes de conclusions. Qu'est-ce que c'était que le devshirme? En turc, devshirme, ça veut dire la récolte. L'Empire conquérait un territoire, ne repartait jamais les mains vides, parce que une des règles, c'était le partage du butin. Ça, c'était, je veux dire, protocolé. Une partie aux guerriers, une partie au sultan, mais surtout, l'Empire repartait avec des petits garçons. Ces petits garçons n'étaient pas là pour des plaisirs pédophiliques. Des garçons âgés en, disons, 7, 8 ans jusqu'à 10, 11 ans devaient être quand même assez âgés pour supporter les rigueurs du voyage jusqu'à Constantinople, du voyage du retour. Ces enfants étaient tous chrétiens. Ils arrivaient, et il y avait un protocole. Cet empire était extrêmement protocolé. C'était un empire guerrier militaire. Donc, il y avait partout des protocoles. Et alors, ces enfants, l'empire n'enlevait jamais plus qu'un fils par 40 familles.
pour ne pas déstabiliser le fonctionnement du territoire à peine conquis, et jamais un fils qui était fils unique. Ces enfants étaient habillés de rouge durant le voyage pour que si jamais l'un d'entre eux voulait filer, on puisse le retrouver facilement. Ils arrivaient à Constantinople, on leur donnait un prénom musulman, on les convertissait à l'islam, ce qui était une condition absolument nécessaire pour pouvoir travailler au sein de l'Empire, mais c'était franchement une formalité. Et ces enfants étaient ensuite placés dans les écoles du palais de Topkapı avec les enfants des élites ottomanes et suivaient un parcours qui durait jusqu'à ce qu'ils aient 18-20 ans. C'est-à-dire une formation d'une rigueur et d'une complétude qui n'existait nulle part en Europe à ce moment-là. Et ces enfants étaient ensuite recyclés, si j'ose dire, soit à l'armée, c'était les janissaires. Donc les troupes de choc, la garde prétorienne du sultan était constituée exclusivement d'enfants d'origine chrétienne. Soit ils étaient janissaires, soit ils faisaient une carrière dans ce qui constituait, je dirais, les métiers militaires. Et là, il y a un exemple extrêmement intéressant qui est Sinan. Sinan, le grand architecte, le plus grands architectes de l'histoire. Sinan, né chrétien, mais en Asie mineure, lui, sera jusqu'à un âge relativement avancé, vers la fin de la quarantaine, il sera le chef, le responsable du génie militaire des armées ottomanes. Et en tant que responsable du génie militaire, il apprendra d'abord l'architecture et ensuite l'organisation. Et quiconque ici a eu affaire à des architectes sait que les deux métiers ne vont pas toujours de pair. Résultat des courses, Sinan a construit Süleymaniye, la mosquée de Soliman, en 7 ans. Süleymaniye est une ville constituée d'un certain nombre de bijoux architecturaux. Il a fallu 100 ans et plus pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc là, voilà un exemple typique où les sultans tirent profit de façon, je dirais, sans a priori, des populations chrétiennes, des domaines, des territoires qu'ils conquièrent. Alors, est-ce que vous diriez que la transformation de Sainte-Sophie en mosquée est une rupture avec la tradition d'Istanbul? Écoutez, je sais très bien, et j'en parle ici, j'exprime du reste dans le livre ma colère inévitable par rapport à ce qui se passe à Sainte-Sophie aujourd'hui. Maintenant, il faut quand même reprendre l'histoire. Sainte-Sophie, au moment où... Je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde. Constantinople a subi 2 sacs. Un premier sac, très violent, et sans aucune pitié, en 1204. Et ça, c'était la 4e croisade. Ouais. Et cette 4e croisade, c'est triste à dire. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Cette 4e croisade, c'était des chrétiens qui venaient tuer des chrétiens. Tout à l'heure, je vous écoutais, vous parliez des Borgia. Rome était responsable de ce qui s'est passé et au moment de la 4e croisade, en tout cas de l'arrivée des croisés à Constantinople, Constantinople comptait, je ne sais pas trop exactement combien, entre 500 000 et 700 000 habitants. La ville la plus importante du monde. Les croisés sont partis, et les croisés sont venus uniquement pour casser, et piller, et tuer, et violer. Au départ des croisés, la ville était en friche, elle comptait 40 000 habitants.
Et il est resté une ville abandonnée jusqu'en 1453, quand Fatih Sultan Mehmed le Conquérant, est venu. Pourquoi? Parce que lui voulait faire de Constantinople sa capitale. Il avait une ambition pour cette ville, il aimait cette ville, il la connaissait bien sûr, puisque la capitale de l'Empire ottoman jusqu'en 1453 était à Andrinople, à peu près 150 km au nord-ouest de Constantinople. Donc lui, il est venu avec une toute autre idée. Et il a beaucoup plus respecté Sainte-Sophie. Il est allé prier à Sainte-Sophie. La première des choses qu'il a faites, il est descendu de son cheval, il est allé prier à Sainte-Sophie. Donc après cela, Sainte-Sophie est devenue une mosquée jusqu'à l'avènement, mais elle est toujours là. De la même manière qu'il y a une autre église dont personne ne parle, mais qui est à mes yeux, qui contient des trésors encore beaucoup plus raffinés et plus rares que ceux de Sainte-Sophie, c'est l'église de Carrier, c'est-à-dire l'église du Saint-Sauveur, au nord-ouest de la ville. Et ces deux églises-là ont été transformées en mosquées. Les représentations ont été blanchies et couvertes à la chaux, mais elles sont toujours là. Et donc, à l'avènement de la République, après 4 siècles, la mosquée s'est transformée en musée. Et puis, et ça vaut autant pour Sainte-Sophie que pour Carrier, pour l'église du Saint-Sauveur. Et puis, voilà qu'en juillet 2020, par décret présidentiel, ces deux musées, églises, sont transformés à nouveau en mosquées. Alors, cette transformation, elle a évidemment un propos tout à fait politique, symbolique. Ça fonctionne par heures. Il y a des heures où on peut visiter et d'autres pas. Il y a certaines parties qui sont cachées. Mais si vous me demandez mon sentiment personnel, je dirais que on peut faire ce qu'on veut, on peut transformer la basilique Sainte-Sophie en kiosque à journaux, elle restera éternellement une église chrétienne, quoi qu'on fasse. Alors vous avez évoqué, M. Arditi, la prise de Constantinople, le sac de Constantinople par les croisés. On dit en général que ça marque le déclin irréversible de l'Empire byzantin. Et voilà qui nous ramène au premier nom de la ville, Byzance. Non, Byzance, c'est quand même beaucoup, c'est un bon millénaire plutôt. Ce déclin, c'est-à-dire la disparition de l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire de Constantinople, a duré de 1204 à 1261. Et en 1261, les Grecs ont repris Constantinople aux croisés sans grand problème, parce que franchement, les croisés sont arrivés là-bas sans aucun amour pour cette ville. C'était plutôt un règlement de compte. Et si vous suivez un petit peu les rapports entre l'Église romaine et l'Église grecque, vous voyez que aujourd'hui encore, chacune de ces deux églises a à sa tête une personne de grande qualité. Pour l'Église romaine, c'est un pape qui est un homme de paix. Pour l'Église orthodoxe, c'est Bartholomée, patriarche de Constantinople, également un homme de paix. Et quand il se voit ou quand il s'exprime en public, et l'un et l'autre essayent encore comment dirais-je, d'apaiser les blessures qui datent du temps du schisme. Et je ne sais plus quel cardinal, je ne sais pas si je le cite là-dedans, au moment où, avant le sac de Constantinople de 1204, disait les Grecs, c'est pire que les Juifs.
il faut les tuer. Alors, voilà où on en était. Donc, ils n'ont pas défendu Constantinople comme le feront par la suite, après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, il a fallu attendre la fin de la Première Guerre mondiale, 1918, pour que cette ville tombe aux mains des Alliés. Où là, il y avait effectivement, les Alliés se sont partagés les quartiers. Et dans un premier traité envisagé par les Alliés, Constantinople n'était plus turc. Non, c'était fini. C'était le premier traité qui n'a pas été appliqué, qui était le traité de Sèvres en 1920. La Turquie disparaissait de la carte du monde, quasiment. Il y avait toute la côte sud-ouest de la Turquie, là où il y a Izmir, qui partait à la Grèce. L'Arménie avait un grand pays, le Kurdistan devenait un grand pays. Les Alliés restaient sur place. Et il a fallu la détermination d'un homme qui était tout à fait exceptionnel, à la fois comme politique et comme militaire, qui était Atatürk, et qui a mené 3 ans de guerre pour reconquérir certains des territoires et arriver au traité de Lausanne à définir des frontières d'une Turquie qui est exactement au mètre carré près la Turquie d'aujourd'hui. Ce qui est important, je crois, de dire quand on approche Constantinople et qu'on veut essayer de comprendre de quoi il en retourne, il y a une chose qui est très importante. Peut-être 2 choses. La première, c'est que pour comprendre Constantinople, il faut comprendre son histoire. Et son histoire, c'est quand même d'abord Byzance, ensuite Constantinople, ensuite Istanbul. C'est différentes civilisations, mais ces civilisations qui se sont en quelque sorte posées l'une sur l'autre ont toujours vécu dans une grande porosité. Il suffit du reste de voir aujourd'hui à Istanbul beaucoup de noms. Pour commencer, Sainte Sophie, qu'en turc on appelle Hagia Sophia. Hagia Sophia, c'est du grec, ça veut dire Sainte Sophie en grec, mais c'est resté. Et puis il y a le quartier de Therapia, qui vient de Thérapia. Il y a le quartier de Galata, qui vient de Galatas, le laitier. Donc la Grèce, qui a créé Constantinople, est toujours là. Et donc c'est très important de bien saisir qu'avec, malgré toutes les idées préconçues qu'on peut se faire sur l'Empire ottoman, c'était quand même un empire très ouvert. Et un des éléments de cette ouverture qui mérite d'être souligné, c'est, comment dirais-je, le code génétique, si j'ose dire, des sultans. Parce que les sultans étaient enfants des femmes du harem. Les femmes du harem n'étaient pas musulmanes. Elles devenaient musulmanes par la force des choses. Parce qu'on ne pouvait pas avoir un esclave musulman. Un musulman ne peut pas avoir un esclave musulman. Donc au moment où elles s'approchaient du sultan, elles étaient converties au Roxolane, par exemple, qui recevait un nom musulman, etc. Et si on fait le compte, donc si on prend, disons, comme une suite mathématique, le premier sultan était donc moitié chrétien, le suivant, il était aux 3/4, et le suivant encore à 87,5%, etc. Donc il y avait quand même, et il y avait souvent des femmes, des mères, ce qu'on appelle la validée sultane, c'est-à-dire la mère, la personne la plus importante du harem n'était pas la femme ou les femmes, ou une des femmes du sultan. C'était toujours la mère. Et c'est elle qui pilotait aussi, qui allait choisir les femmes pour son fils ou pour ses fils, ou qui intriguait, ou qui jouait un rôle politique important, comme par exemple pour Roxolane. Donc tout ça pour dire que l'histoire est évidemment très importante pour comprendre comment cette ville s'est constituée par strates. Mais
Et ça, c'est la deuxième chose. Pour comprendre l'histoire d'Istanbul, il faut comprendre la géographie. Parce que vous avez la Corne d'Or avec la rive droite qui est l'ancienne Constantinople, l'ancienne Byzance, qui est en quelque sorte un promontoire extrêmement difficile à conquérir. Puis vous avez le Bosphore qui débouche au nord sur la mer Noire, au sud sur la mer Marmara et ensuite sur la mer Égée. Et un peu plus au sud du Bosphore, vous avez le détroit des Dardanelles. C'est-à-dire que, petit a, celui qui conquiert Istanbul se retrouve dans une place forte exceptionnelle. Et ça continue, puisqu'il y a quelques jours, le président turc Erdogan a décidé, selon les règles du traité de Montreux de 1936, de ne plus laisser passer les bateaux de guerre qui vont vers la mer Noire, vers l'Ukraine. Donc ça reste quand même, et au fil de l'histoire, je crois que pendant, disons, les 1000 dernières années, Istanbul a subi 30 ou 40 sièges. Mais ils n'ont pas... le seul qui a vraiment marché, c'est celui de Mehmet. Parce que, précisément, c'est une ville extrêmement difficile à conquérir. Donc, le fait qu'elle soit difficile à conquérir fait aussi qu'elle a attiré toutes les puissances. Alors, au début de ma question, c'était pour vous faire dire 2 mots sur les origines de Byzance. Qui a créé Byzance? Alors les origines de Byzance, on peut les attribuer soit à des rois païens, soit à des personnages de la mythologie. Pick your choice, comme on dit. D'accord. Et quand est-ce que Byzance est devenue alors Constantinople? Alors avec Constantin. Avec Constantin, qui était effectivement le premier empereur de l'Empire romain chrétien, et qui a décidé d'avoir à Constantinople le siège de l'Empire romain d'Orient. Alors, est-ce que c'est Constantin qui a décidé, pour la facilité de l'administration